Non, mais écoutez, moi je pense qu'on peut, on peut faire des progrès, c'est le moins qu'on puisse dire en Europe. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans une situation où on parle beaucoup, on dit en permanence qu'on résout les problèmes de paradis fiscaux, tout le monde est pour, même Guy Sormand, mais sauf qu'en fait, on ne fait rien en réalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le système institutionnel européen lui-même, constitutionnel presque, qui l'empêche. C'est-à-dire que quand on érige en principe quasi constitutionnelle la règle de l'unanimité sur les questions fiscales, ça veut dire que dès le départ, un pays comme le Luxembourg ou chaque autre pays peut dire ah très bien, parlez autant que vous voulez, mais nous dans notre coin, on fera autre chose et vous ne pourrez rien dire. Donc tant qu'on n'a pas la possibilité sur un plus petit noyau de pays de pouvoir prendre des décisions à la majorité, il n'y a juste aucune chance que cela change. Et donc, il faut aller, c'est une question, vraiment, les institutions démocratiques, ou plutôt l'absence d'institutions démocratiques au niveau européen, qui produit cette situation. Frédéric Lordon, qu'on n'a pas entendu. Oui, non, mais en réalité, on peut toujours invoquer des solutions européennes, ou alors quand on a plus d'ambition, carrément des solutions mondiales, etc. À ceci près qu'il faut se poser la question de leurs conditions de possibilité. Je veux dire, pour que des institutions soient efficientes, il faut qu'elles soient adossées à des communautés politiques constituées. C'est de ces communautés politiques constituées, c'est de cet adossement que des institutions tirent leur force exécutoire. C'est bien parce qu'il n'y a aucune communauté mondiale, par exemple, que l'ONU est une institution sans force. Et c'est bien parce qu'il n'y a aucune communauté politique mondiale véritable que l'impôt mondial sur le capital est une vue de l'esprit. Alors, comme tu as d'ailleurs l'honnêteté de le reconnaître. En Europe, mais des raisons très profondes également s'opposent à ce que, pour l'heure, une communauté politique véritable, européenne, intégrée, constituée, soit à l'œuvre. Ça, c'est très conservateur de dire non, ça. Non, pas non. Laissez-le terminer. Un instant. Il faut se rendre compte que une démocratie européenne instituée n'est pas seulement l'effet d'un jeu de mécanos constitutionnels formels. Les constitutions sont des dispositifs formels, mais qui requièrent un certain nombre de conditions de possibilité, et en particulier le fait qu'il existe un sentiment commun d'appartenance qui permette de rendre opératoire la loi de la majorité. La loi de la majorité, c'est que lorsqu'une minorité a le dessous, elle s'y plie, n'est-ce pas ? Il faut que le sentiment... Il y a rien de naturel dans ce sentiment d'appartenance. Mais ça se construit historiquement. Oui, voilà, absolument. Mais ne soyons pas conservateurs. Non, mais il s'agit ni d'exclure qu'un sentiment d'appartenance européen se constitue, ni de le présupposer déjà là. Voilà, il faut se situer quelque part entre les deux. Avançons donc. Oui, mais avançons, mais je veux dire, l'appartenance politique est quelque chose qui ne se décrète pas. Ce n'est pas l'effet d'un constructivisme comme ça. Voilà. Les communautés politiques sont des productions d'une histoire longue. Comme vous le dites d'ailleurs dans votre livre, qui est très intéressant, vous dites qu'il n'y a pas de sentiment naturel de proximité des gens de l'Île-de-France par rapport aux gens du Limousin. C'est quelque chose qui se construit à travers des institutions, des règles. Et donc moi je pense qu'entre des jeunes Portugais ou des jeunes Grecs ou des jeunes Italiens ou des jeunes Français, il est possible de développer par de meilleures institutions un sentiment et une existence effective de solidarité. Et c'est pour ça que les institutions sont importantes. Et la façon dont on organise... Donc, moi, la seule chose avec laquelle je me sens en désaccord avec vous, c'est que je trouve trop pessimiste. C'est-à-dire que vous vous dites, on ne peut pas, il n'y a pas de sentiment d'appartenance, et quelque part, c'est presque une vision de la nation assez conservatrice, où on ne peut rien, on peut pas dépasser. Je pense qu'il est possible de la dépasser, et que dans tous les cas, il faut essayer. Et mettre des propositions sur la table, constater éventuellement que certains pays n'en veulent pas, mais tant qu'elles ne sont pas là, conclure que tout ce qu'on peut faire, c'est sortir. Sortir de l'euro, sortir de l'Europe. Je trouve que c'est quand même très pessimiste, sans même avoir fait des propositions permettant de voir si, avec les Italiens, les Grecs, les Portugais, on peut... Là, il parle de la malfaçon. Il faut poser le problème complètement. L'histoire atteste qu'on a pu faire des peuples de peuples, que des peuples ont pu se rassembler pour faire des peuples de rang supérieur. Toute l'histoire de l'unification allemande, de l'unification italienne, et même de la formation de la nation française, est là pour en témoigner, n'est-ce pas? Mais il faut voir selon quel processus. Ces unifications nationales se sont faites sous l'égide d'un constructivisme étatique, car c'est l'État qui a été l'instituteur et le constructeur de la nation, qui a recouru à des procédés extrêmement brutaux. C'est-à-dire, pour rassembler de l'hétérogène dans une communauté politique à peu près homogène, on a passé le bulldozer sur toute une série de diversités linguistiques, culturelles, métrologiques, etc., etc. Et ça a été des processus extrêmement violents en vérité. Le constructivisme étatique de la nation est violent.
Et il a procédé par des moyens qui ne nous sont plus accessibles, Dieu merci. Là, vouloir faire une menace sans État, c'est encore plus violent. Une seconde. Il faut donc se poser la question des ressources politiques par lesquelles on pourrait constituer un peuple européen. Et il faut surtout se poser la question pratique de savoir à quel horizon temporel. Nous avons une expérience en cours historique, dont je ne connais pas exactement les résultats, même si je suis plutôt pessimiste, qui est l'expérience grecque. Je veux dire, le peuple grec est dans l'urgence, il est dans l'urgence humanitaire. On ne va pas lui reprocher de céder au repli nationaliste s'il entreprend de sortir de l'euro, ce qui n'est pas acquis d'ailleurs, mais s'il l'entreprenait, on ne pourrait pas lui faire ce reproche au motif qu'il ne jouerait pas le jeu européen, de la constitution du peuple européen, etc. etc. Donc c'est une bien belle chose d'en appeler à la constitution des communautés européennes, mondiales, etc. Mais la question c'est dans quel horizon temporel? Alors en général, les gens qui soutiennent ce genre de position sont parfaitement installés dans leur situation matérielle et ils ont le temps d'attendre que le processus prenne 20, 30, 50 ans. Ça ne leur pose pas de problème. Je voudrais simplement rappeler le tragique destin de l'Europe sociale. Ce grelot qu'on nous agite sous le nez depuis maintenant bientôt 25 ans. Bon, je veux dire, l'Europe sociale est un truc qui a été définitivement rangé au magasin des accessoires et plus personne n'entreprend de la sortir car il se couvrirait de ridicule. Et si je vous dis que l'Europe, c'est pas seulement des biens, des marchandises, du commerce, de la finance, vous me dites? Est-ce que vous vous souvenez qu'en 92, vous avez dit oui à Maastricht, et qu'on vous a dit merci? L'Europe sociale, ça viendra plus tard. Bah ouais. Et rien n'est venu. Bah non. C'est ce qui fait que certaines entreprises font du chantage à la délocalisation pour trouver des conditions sociales plus avantageuses dans certains pays d'Europe comme la Roumanie ou la République tchèque. Voter Nouvelle Donne, c'est inciter les pays européens à signer un vrai traité social européen et imposer des normes sociales vers le haut et non plus vers le bas. Alors, on essaie? Et pourquoi pas? Et ça montre bien, l'Europe sociale, c'est même pas la communauté politique européenne intégrée, n'est-ce pas? C'est bien moins ambitieux. Et ça n'a même pas réussi à voir le jour. Donc il faut se demander pourquoi. Et il faut tenir en compte que certaines populations n'ont plus le temps d'attendre. Il y a des peuples qui ont été, il y a des peuples, je vous rends la parole, hein, mais il y a des peuples qui ont été économiquement persécutés en Europe. Les Portugais, les Irlandais, les Espagnols, les Grecs, etc. Et qui n'ont pas le temps d'attendre. Alors il faut les laisser jouer les cartes qu'ils ont à leur disposition. D'abord, je trouve que c'est un petit tour de force qu'a fait M. Maligari, nous expliquer que l'Union européenne, en termes d'échanges commerciaux, est passée de 22 à 14% et d'en s'en féliciter comme un type de gloire. Je l'avoue que c'est quand même assez fort. Deuxièmement, je voudrais attirer votre attention sur la comparaison systématique que M. Maligari fait, comme beaucoup d'européistes, sur les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe. Je réglerai ça, vous savez, il y avait De Gaulle qui avait cité ça d'une façon très rigolote, mais très très parlante. On ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Nous n'avons rien à voir avec l'histoire des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, depuis la déclaration des pèlerins du Mayflower de novembre 1620, se sont constitués comme un seul corps unique, parlant la même langue et ayant la même histoire nationale, qui se sont ensuite répandus sur le territoire américain, d'ailleurs en se livrant à un génocide des populations indiennes sur laquelle il est de bon ton de jeter toujours un voile pudique, et qui se sont ensuite répandus et qui se sont ensuite partagé le territoire. Bon. Donc les Américains, depuis 1620, se sont considérés comme un seul et même peuple, un seul et même État. La construction, nous, c'est exactement le schéma inverse. Nous avons 27, 28 peuples, 30 peuples bientôt peut-être, en tout cas 28 au 1er juillet avec l'entrée de la Croatie. Il se trouve, ce n'est pas de ma faute, que c'est l'endroit du monde où il y a le plus de langues, le plus de peuples différents, avec des traditions extraordinairement différentes les unes des autres, des langues qui d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre elles, ont obtenu un statut planétaire, le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol, l'allemand d'une certaine façon, et que tous ces peuples, eh bien, ils existent. Et ce qui me fascine toujours dans les propos que je viens d'entendre, qui sont ceux qu'on entend sans arrêt, quand j'étais à HEC il y a 30 ans, 34 ans, c'était déjà ce que j'entendais. Il faut que l'Europe parle d'une seule voix. Bon, mais si ça ne marche pas depuis 34 ans, c'est qu'il y a un petit problème. Bon,
qu'est-ce qui se passe? On entend toujours la même ancienne qui consiste à dire les politiques n'ont pas été assez bons, etc. On ne parle jamais des peuples. Je suis désolé, mais le reproche que vous faites aux hommes politiques, c'est moi le reproche inverse que je leur fais. C'est qu'au contraire, ils ont violé constamment les peuples. On l'a vu d'ailleurs en France, où 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne. Ils l'ont eu quand même. Nous avons affaire à un véritable déni de démocratie, pas seulement en France, mais dans l'ensemble des pays d'Europe. On a vu comment M. Mario Monti avait été nommé président du Conseil italien sans passer par la case élection. Il y a quand même encore des élections, il a été chassé comme un malpropre avec 10% des suffrages. Ce type avait été choisi par ceux qui tirent les ficelles, c'est-à-dire par Goldman Sachs. Bon, on a vu comment M. Papandréou avait été viré de Grèce parce qu'il avait osé vouloir demander au peuple grec par référendum s'il était d'accord avec le plan de sauvetage dit de l'euro, en fait, de sauvetage des banques, qui consiste à piller le patrimoine des Grecs. Il a été viré comme un malpropre, remplacé par M. Papademos, qui est le type qui d'ailleurs a fait sa carrière à Boston, aux États-Unis, qui ensuite a maquillé les comptes publics de la Grèce avec les conseillers de Goldman Sachs pour que la Grèce entre dans l'euro. C'est pas moi qui le dis, c'est le Financial Times et le New York Times. Voilà. Donc voilà à quoi nous avons affaire. Nous avons affaire à un continent entier qui est en train de verser dans la dictature. On a appris il y a quelques jours, il y a une révélation qui a été faite, monsieur, le chancelier Kohl a dit lui-même que s'il avait fait un référendum sur l'entrée de l'Allemagne dans l'euro, il y aurait eu 70% de non. Il a dit « j'ai agi comme un dictateur ». Sauf que maintenant, il y a 80% de gens qui veulent en sortir. On ne peut pas avoir de démocratie sans démos. Démocratie, c'est démos kratos en grec, le pouvoir du peuple. Est-ce qu'il y a un peuple européen? Alors évidemment, les idéologues disent « oui, oui, il y a un peuple européen ». Non, il n'y a pas de peuple européen, c'est faux. Il n'y a pas de sentiment de solidarité particulière entre les Français et les Lettons. Ça n'est pas vrai. D'ailleurs, ça me permet de dire quelque chose à quoi je tiens beaucoup, qui nous distingue au passage de tous les... Parce que je connais bien le discours « ah là là, vous êtes nationaliste, etc. » On n'est pas du tout nationaliste. Ce que je voudrais insister, c'est une des particularités des analyses que nous faisons, c'est que la construction européenne est une construction qui est de nature racialiste, sinon raciste. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où tout le monde est en contact avec tout le monde. D'ailleurs, je me félicite, je vois que dans cette école, j'ai croisé des Chinois. D'ailleurs, je crois qu'il y a une antenne de l'école de management de Lyon en Chine, je m'en félicite. Mais pourquoi voulez-vous présenter les Chinois comme un péril jaune? Parce que vous grattez l'européiste et au bout de 3 minutes, vous avez quelqu'un qui vous dit « ah mais, vous vous rendez compte, face aux Chinois, face aux Arabes, face aux Noirs ?» C'est-à-dire que ce que l'on nous présente comme une œuvre de paix, en réalité s'inscrit dans la théorie du choc des civilisations, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Un apartheid planétaire, conçu par des esprits anglo-saxons, qui consiste à vouloir, d'ailleurs on n'a pas le temps d'en parler, le grand marché transatlantique qui nous pend au nez pour avoir une communauté euro-nord-américaine dont la vocation est de s'opposer au reste du monde. Or, ceci est contredit par les événements. Il se trouve que les Français sont beaucoup plus proches des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Haïtiens, des Québécois, des Suisses, que des Slovaques, que des Chypriotes, que des Slovènes, que des Hongrois, que des Bulgares. C'est comme ça. Voilà. Et c'est d'ailleurs très bien que ce soit comme ça. Merci, voilà. Monsieur Asselineau.